Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Depuis le meurtre de Thomas par des racailles à Crépol, la France frémit. Partout, l'on voit des manifestations se dérouler en hommage à ce jeune Français, mais ces mobilisations dépassent l'hommage. Au-delà du recueillement couve un sentiment populaire d'abandon et de colère. Les témoignages se multiplient, les gens ne peuvent plus supporter l'insécurité omniprésente. Ils se sentent abandonnés par les mêmes politiques qui leur a fait imposer une politique migratoire débridée dont ils font maintenant les frais. Alors devant la cécité, la surdité d'un État qui semble déconnecté, toujours plus enclin à protéger l'agresseur que les victimes, la colère commence à gronder et ces débuts de révolte s'observent sur le terrain d'abord et pas seulement en France. En Irlande, nous l'avons vu, à Dublin notamment, et puis en Espagne où des manifestants crient l'Espagne est chrétienne, et puis aussi aux Pays-Bas qui s'est vu donc un parti anti-immigration, le PVV, remporter haut la main les élections législatives. Il y a aussi la Hongrie avec le conservateur Viktor Orban. En France, Marine Le Pen caragole en tête des sondages pour les européennes et les prochaines présidentielles. Alors bref, entre évolution politique et soulèvement des peuples, les pays européens sont-ils en train de connaître un sursaut de renaissance identitaire ? En tout cas, ça inquiète notre communiste préféré, Fabien Roussel, on l'écoute. L'extrême droite est en train de nous mener vers l'autoroute de la guerre civile en Europe, en France, et elle le fait pied au plancher. Je le dis un peu solennellement parce que je mesure que la situation est extrêmement grave et je vois comment elle procède entre des forces politiques qui font de l'immigration, de la haine de l'étranger, le problème du moment, le problème de tous les citoyens européens et français. Je donne un chiffre déjà. La situation en Europe, le social, c'est que dans l'Union européenne, le taux de pauvreté est de 22%. 95 millions de personnes vivent en situation de pauvreté en 2022 au sein de l'Union européenne. Et nous le vivons aussi en France. Ces forces politiques d'extrême droite attisent la haine et de l'autre côté, en même temps, elles envoient leurs milices provoquer des émeutes urbaines comme à Dublin. Elles envoient des militants d'extrême droite faire des croix gammées à Paris. Elles mettent en cause les institutions, la justice. Vous le voyez en France, partout ailleurs. Et en faisant ça, elles mettent en cause nos valeurs républicaines. Alors voilà, justement, vous avez écouté Fabien Roussel qui s'inquiète de cette contagion de l'Europe et de la France, de cette extrême droite entre guillemets. Alors quel avenir pour nos politiques ? Cette tendance a-t-elle des chances de s'installer sur le long terme ou bien est-ce un énième frisson passager ? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Damien Rieu. Bonjour Damien Rieu. Bonjour. Vous êtes lanceur d'alerte, membre du parti d'Éric Zemmour Reconquête. Puis nous sommes avec Lionel Ballan. Bonjour Lionel Ballan. Alors vous êtes spécialiste de l'actualité des partis patriotiques en Europe. Je vais commencer par vous, Lionel Ballan. On assiste, nous avons dit, on semble un réveil des peuples en Europe. Donc contre quoi, selon vous, se lèvent ces milliers de citoyens aujourd'hui ? Ces citoyens se lèvent avant tout contre des changements qui ont eu lieu depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire le triomphe de l'ultralibéralisme mondialiste et le triomphe du néolibéralisme. Oui, alors justement, puis plus largement, on peut parler de la politique d'immigration subie, du wokisme, de la destruction organisée finalement de la civilisation européenne. Voilà, donc ça c'est la phase nouvelle, c'est le wokisme, c'est toutes ces choses que nous recevons depuis peu, mais également donc l'immigration de masse qui est une conséquence du triomphe des idées que je viens de citer. Alors justement, on va revenir avec vous, Lionel Ballan, là-dessus, puis avec Damien Rieu, je rappelle, lanceur d'alerte. Nous, il est 8h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors justement, Damien Rieu, on parlait de l'Espagne. Vous avez été en Espagne, vous avez été sur place, vous avez vu ces manifestations grandir, des milliers de personnes étaient dans la rue. Mais avant ça, je voulais quand même vous parler des noms des agresseurs de Crépol, parce que je crois que vous êtes le premier à avoir révélé le nom des agresseurs en question. Et est-ce que le profil vous a étonné ou alors pas du tout ? Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de surprises, mais j'ai voulu briser cette omerta parce que les noms étaient publiés nulle part. Donc voilà, à mon avis, je vais en payer le prix parce que je pense que ça ne plaît pas trop ni à la magistrature ni à la place Beauvau. Donc, voilà. C'est illégal de donner des noms comme ça ou alors c'est pas recommandé ? Ce n'est pas illégal, je ne fais rien d'illégal.
Voilà, donc on verra, mais c'est sûr que je trouve scandaleux. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a eu autant d'omerta. Tous les journalistes le disaient, on n'arrive pas à avoir les noms. C'est la première fois, quoi. Mais alors, on ne donne jamais ces sources, mais vous pouvez nous dire comment vous avez réussi à les avoir ou vous préférez pas? Non, c'est vraiment Non, mais compliqué. écoutez, on comprend, mais justement, vous avez été le premier à le dire ces noms, et puis justement, on peut penser que ces noms ne sont pas divulgués aussi parce que une partie voilà, des politiques et des médias ont peur que les gens puissent faire un amalgame entre justement immigration et ce qui s'est passé à Crépol. Mais on va revenir en Espagne si vous voulez bien. Vous étiez justement dans la rue en Espagne. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ces manifestants, notamment, on l'a dit en introduction, qui criaient aussi l'Espagne est chrétienne. Donc il y a c'est un retour, un sursaut identitaire. Oui, alors la situation en Espagne, je dirais, est quand même différente des autres pays, puisqu'on n'est pas dans des manifestations proprement parlées contre l'immigration. On est donc sur une affaire institutionnelle d'unité de l'Espagne, avec le projet d'indépendance de la Catalogne et le coup d'État juridique de Pedro Sánchez. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai, on voit que la problématique de l'immigration revient dans les slogans, in fine, parce que c'est un clivage gauche-droite en Espagne sur cette question. Et ce qui est très impressionnant en ce moment, c'est de voir à quel point tous les pays sont touchés. Je rajouterai même d'ailleurs à cette liste un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, qui est la Suisse, avec les élus UDC là, qui ont encore progressé. Mais c'est vrai que ce qui se passe en Irlande, d'ailleurs on a regardé les choses en Irlande en se disant, oui, en France... ça n'arrivera pas, des émeutes anti-immigration. Et ben 48 heures plus tard, c'est arrivé. C'est à ma connaissance la première fois. Donc on voit qu'il y a un ras-le-bol populaire sur ce sujet-là. Et ça se traduit effectivement dans les urnes, dans tous les pays. L'AfD explose encore. Monsieur Balland, vous avez, je crois, publié un sondage AfD qui monte encore, avec même l'émergence d'une gauche anti-immigration. On espère qu'on aura une gauche anti-immigration aussi en France. Ça renforcera... sur cette thématique. Alors Lionel Balland, justement, sur ce qui s'est passé en Espagne, vous l'avez vu, est-ce que vous pensez que c'est... Alors évidemment, en France, dès qu'on voit des manifestations un petit peu violentes, on va le dire, d'une France plutôt rurale, plutôt on va dire, c'était plutôt des Espagnols de souche, je ne sais pas s'ils disent ça aussi là-bas. On pense évidemment aux Gilets jaunes. Vous pensez que ça peut être comparé aux Gilets jaunes, ces manifestations en Espagne? Pas vraiment, parce que les Gilets jaunes, c'est plutôt une jacquerie. C'est-à-dire un mouvement non organisé qui sort de nulle part. Et ici, il s'agit plutôt d'une révolte de personnes qui ont des tendances politiques plutôt patriotiques. Oui, c'est ça. Donc une tendance politique plutôt patriotique et donc plutôt identitaire aussi. Voilà, donc ce sont plutôt des gens qui viennent des milieux soit du Parti populaire, c'est-à-dire du Parti conservateur, ou soit du Parti nationaliste Vox. C'est ça. Alors Damien Rieu, justement, vous parliez de l'Irlande. Là, dans l'Irlande, il y a des slogans. Donc on l'a dit, en Espagne, c'était l'Espagne est chrétienne. Et puis en Irlande, c'est Irish Lives Matter, la vie des Irlandais compte, qui est évidemment un parallèle avec Black Lives Matter, donc quand des jeunes afro-américains sont tués par la police. Donc là, donc Irish Lives Matter, qu'est-ce que c'est? C'est un basculement aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population irlandaise autochtone qui ne supporte pas, notamment ce qu'a appelé Éric Zemmour un francocide, un Irishcide, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est un migrant algérien qui a été nationalisé irlandais depuis une dizaine d'années, qui a poignardé des enfants dans une école. Ça nous rappelle un petit peu cette affaire d'Annecy. On a eu un peu la même chose. Ils ont certains ont une tendance à poignarder les enfants. C'est quand même, je vois pas ce qu'on peut faire de plus horrible. Et ça a évidemment choqué l'Irlande, qui est déjà dans une problématique de révolte vis-à-vis de la répartition des migrants. Il y a une arrivée massive de migrants et il y avait déjà, comme en Grande-Bretagne d'ailleurs, des contestations de cette répartition dans toute l'Irlande, qui est, on va dire, relativement préservée. Enfin, on n'est pas sur une immigration de troisième génération comme chez nous en France. Et donc, ça pose énormément de problèmes. Et on voit que le côté insulaire qu'on retrouve, cette solidarité, ces liens sociaux, je pense, qui sont conservés par le côté insulaire, montre que la révolte populaire se met en place très rapidement. Il y a une réponse, alors que chez nous, on est plutôt, on est plutôt endormi dans l'apathie, sauf exception en ce moment. Et une forte identité aussi catholique en Irlande, on le rappelle. Alors Lionel Balland, on a parlé de l'Irlande, on a parlé de l'Espagne, on va parler aussi des Pays-Bas. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la droite nationaliste en Europe? Parce qu'on parle de la Hongrie, on parle de l'Italie, il y a Vox en Espagne, il y a la Chega au Portugal. Est-ce qu'il y a un réveil véritablement? Il y a un sursaut identitaire d'un point de vue politique? Là, on a parlé d'un point de vue plutôt
plutôt donc, local, ou en tout cas des gens sur place. Mais d'un point de vue politique, il y a un sursaut, vous pensez, identitaire ? Oui, donc il faut distinguer clairement l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, où le phénomène patriotique ou nationaliste a des origines différentes. En Europe de l'Ouest, il y a une montée en puissance de ce type de parti un peu partout, mais également dans différents pays d'Europe de l'Est. Alors que dans les pays d'Europe de l'Est, à l'exception de l'Est de l'Allemagne, il n'y a quasi pas d'immigrés non européens, bien qu'il en arrive quand même et qu'on peut voir parfois, comme par exemple en Hongrie, des entreprises venir s'implanter et en même temps tenter d'apporter de la main-d'œuvre non européenne en provenance des pays du tiers-monde pour disposer de main-d'œuvre à très bas coût. Et justement, donc on a parlé de la Hongrie, l'Italie, et justement hier, Damien Rieu, nous étions avec François Asselineau qui nous a expliqué que finalement, que Mélanie soit arrivée au pouvoir en Italie ne change rien, que la Hongrie soit gouvernée par Orban ne change rien, et notamment il a critiqué en fait finalement tous les partis en Europe qui se disent identitaires mais qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Est-ce que justement tout ça c'est plutôt une victoire, en tout cas pour le camp patriote, ces élections de chefs de file patriotes, ou alors finalement ça ne va rien changer parce qu'ils seront soumis à une législation supranationale ? Je pense que les faits démontrent cette vision, je dirais, un peu trop tranchée de M. Asselineau. Sur un exemple, très récemment, la Grande-Bretagne a vu son immigration multipliée par 2, par 3, selon quel chiffre on regarde. Elle explose littéralement. Regardez la courbe de l'immigration. Donc depuis le Brexit, elle a explosé. Et puis elle a changé de nature. On est passé d'une immigration européenne des pays de l'Est notamment à une immigration extra-européenne avec beaucoup de Pakistanais, ce qui posera des problèmes de fracturation de la société britannique. Donc elle a explosé en nombre et elle s'est dégradée en qualité. Donc on voit bien que le Brexit n'a rien apporté, alors que c'était une promesse du Brexit, n'a rien apporté de ce côté-là. A contrario, en Allemagne, on a un chiffre impressionnant puisque depuis quelques semaines, l'Allemagne a décidé de s'occuper de son immigration clandestine. Elle a chuté de 50%. Et l'Allemagne, jusqu'à preuve du contraire, est dans l'Union européenne. Donc on voit que ce n'est pas un préalable, ce n'est pas obligatoire de sortir de l'Union européenne pour agir. On le voit avec le Danemark qui est sur un resserrement de sa législation. Concernant l'Italie, le problème de l'Italie, c'est que l'Italie n'est pas souveraine économiquement, qu'elle est en grande difficulté financière, qu'elle attend des fonds européens et que donc Mme Meloni, sur sa première année de mandat, veut d'abord récupérer ses milliards, et on comprend pour son peuple, pour ses industries, pour ses investissements. Et ensuite, elle aura, je l'espère, beaucoup plus de mains libres pour avancer. Ceci étant, la semaine dernière, elle a signé un accord avec l'Albanie pour envoyer des migrants clandestins là-bas plutôt que ce qui débarque en Italie. Donc il y a une volonté. Les résultats, c'est sûr qu'on aimerait qu'ils arrivent beaucoup plus rapidement. Mais lorsqu'on est un pays surendetté, eh bien, on n'a pas les mains libres. Ça, c'est une certitude, d'où l'importance d'avoir des comptes publics bien tenus, ce qui n'est pas le cas en France. Alors justement, Lionel Balland, on a parlé la Hongrie, l'Italie de Giorgia Meloni, l'émergence du parti Vox, et puis de ce parti, le PVV aux Pays-Bas, Parti pour la liberté, plutôt anti-islam, plutôt anti-immigration. Est-ce que justement ce parti symbolise le sursaut identitaire européen ? Oui, donc ce parti est un des partis patriotiques qui a obtenu des élus lors des élections, mais il y a 4 partis patriotiques en tout. Il y a le PVV de Geert Wilders, qui est avant tout un parti anti-immigration. Il y a le Forum voor Democratie de Thierry Baudet, qui est un écrivain qui a théorisé le retour à l'État-nation. Il y a également le parti Ja 21, et il y a le parti BVNL qui, lui, n'a pas eu d'élus. Donc, ces 4 formations politiques ont obtenu un quart des voix. Oui, allez-y. Mais donc le nationalisme aux Pays-Bas a une longue histoire. Quand on regarde l'histoire du nationalisme aux Pays-Bas depuis la Seconde Guerre mondiale, le parallélisme entre les Pays-Bas et la France est assez clair. Il y a eu, par exemple, le Boerenpartij, le parti des agriculteurs, qui était une sorte de parti poujadiste. Il ressemblait au mouvement de Pierre Poujade en France.
il y a eu une sorte de Jean-Marie Le Pen local qui s'appelait Ancien Maat. Et Ancien Maat est décédé en 2002. Et là, en 2002, il y a eu une rupture au sein du nationalisme avec l'apparition de M. Pim Fortuyn, qui était un écrivain qui a réalisé de nombreux ouvrages. Il avait commencé au Parti communiste, puis il était refusé, on lui a refusé l'entrée au Parti communiste, puis il est allé chez les travailleuses du PVDA, puis finalement chez les libéraux de droite, et puis finalement, il a déboulé sur la scène politique en tant que patriote, en dénonçant la menace que fait peser l'immigration sur les mœurs néerlandaises, puisque les Pays-Bas sont un pays germanique, les mœurs y sont très libres. Et donc là, il y a une rupture claire par rapport au nationalisme qui existait jusqu'en 2002. Et donc, on peut même faire un parallèle avec la France, puisqu'on peut citer que quelque part, Éric Zemmour est sur la ligne de Jean-Marie Le Pen, il poursuit cette ligne-là, alors que Marine Le Pen est plutôt sur la ligne de Pim Fortuyn. Et justement, notamment, on en a parlé ce matin avec Alice Cordier du collectif Nimésis, il y a une surreprésentation notamment des délinquants sexuels issus de l'immigration, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population des Pays-Bas. Ça a joué aussi notamment dans cette élection aujourd'hui de ce parti du PVV. Voilà, en Allemagne aussi, donc comme les mœurs sont plutôt libres aussi en Allemagne, il y a une sorte de fossé énorme entre les mœurs des migrants qui arrivent, qui sont des hommes jeunes, qui viennent de pays au sein desquels ils n'ont jamais vu une femme en maillot de bain. Et donc, ça provoque vraiment des problèmes graves au niveau des mœurs au sein de la société. Et donc, c'est un des éléments de la victoire de Geert Wilders. Mais Geert Wilders ne propose pas seulement des solutions en matière migratoire, il propose également de sortir de l'Union européenne. Il propose le Nexit. D'ailleurs, à l'instar de Thierry Baudet de son Forum pour Démocratie, Thierry Baudet avait gagné des élections provinciales en 2019 avec son Forum pour Démocratie. Donc, les Pays-Bas sont un contributeur net au sein de l'Union européenne. Et cette idée de quitter l'Union européenne est perçue positivement par une partie de la population. Alors justement, on a parlé donc du Pays-Bas, on a parlé de l'Irlande, on a parlé de l'Espagne, un sursaut identitaire, puis on va parler évidemment de la France, et puisque ce qui s'est passé ce week-end, Damien Rieu, des jeunes militants identitaires sont descendus à Romans-sur-Isère manifester leur soutien à Thomas, demandant justice, et sur des vidéos, on peut les entendre crier donc Islam hors d'Europe, et après avoir été coursés par les policiers, certains de ces jeunes ont été attrapés par des racailles de la cité, l'un d'eux a été notamment roué de coups, torturé, déshabillé, humilié par ces racailles. Quelle est votre réaction notamment à ce qui s'est passé, Damien Rieu? C'est un sursaut aussi, notamment identitaire, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a des militants qui viennent dans les banlieues exprimer leur désaccord par rapport à justement ce qui se passe et l'ordre qui règne dans les banlieues. Oui, et d'ailleurs, il y a des informations énormes sur ce qui s'est passé ce soir-là. Je crois que c'est des gens qui avaient une banderole, des banderolles. Quand on a des banderoles, c'est une manifestation, c'est pas quelque chose qui vient chercher de la violence. Alors, par contre, je trouve ça particulièrement dangereux d'aller manifester dans une cité. C'est des gens, c'est des dealers, donc il y a des armes lourdes, il y a des kalachnikovs. Donc je ne pense pas que c'était une très très bonne idée de s'en approcher ou de vouloir rentrer dedans. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une réaction de jeunes qui ne savent pas trop comment faire pour exprimer leur désaccord avec le laxisme judiciaire, avec la politique migratoire qui a entraîné la mort de Thomas. Hier soir à Lyon, il y a eu le même type de manifestation, ça s'est bien passé, il n'y a eu aucun incident particulier. Donc, à Rennes aussi. Voilà, à Rennes, dans d'autres villes de France. On voit que spontanément, il y a des jeunes qui sont en colère et c'est vrai qui ont envie d'agir, qui ne savent pas trop comment faire et qui manifestent leur colère. Donc, on peut le comprendre, évidemment, quand on voit aujourd'hui le discours qui est tenu dans les médias, et je pense notamment à ce qui fait scandale ce matin, ce sont les propos de Patrick Cohen, un éditorialiste qui est dans cet avou, a carrément inversé totalement ce qui s'est passé. Il a repris la version des agresseurs et il met en accusation Thomas en disant que c'est les rugbyman qui auraient provoqué la bagarre et que les autres auraient simplement réagi. Enfin, il y a vraiment dans les médias un décalage avec l'opinion. Et on a vu le bon sens, je ne sais pas si vous l'avez diffusé à l'antenne, d'un homme qui a été interrogé hier à la télévision et qui disait à quel point
les médias et les politiques étaient déconnectés de la réalité, du terrain et de la colère populaire. Justement, alors Lionel Balland, justement, cette manifestation des jeunes militants identitaires dans les banlieues, est-ce que c'est aussi un sursaut identitaire? Parce que c'est véritablement la première fois, enfin en tout cas c'est la première fois qu'on entend parler de manifestations dans plusieurs banlieues de jeunes identitaires pour critiquer donc la politique et l'ordre qui règne dans les banlieues. Cela est peut-être une conséquence du fait que certaines personnes ne croient plus à la solution électorale et donc ils ont décidé de descendre dans la rue, dans un endroit qui est extrêmement dangereux pour eux. Et justement, donc, vous pensez que ça fait écho aussi à ce qui se passe en Irlande, à ce qui se fait écho à ce qui se passe en Espagne, c'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus de cette politique, non plus, en tout cas quand ils votent, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus, quand ils parlent, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas représentés dans les médias, ils n'ont plus qu'une solution, c'est de descendre dans la rue et donc faire, pour faire entendre leur opinion. Voilà, donc les personnes qui en ont ras-le-bol cherchent d'autres solutions. Et lors des élections aux Pays-Bas, ce qui est apparu, c'est l'instabilité complète du système politique. Au sein des sondages, chaque semaine et parfois de jour en jour, la population change d'avis, elle ne sait plus que faire. Donc elle cherche une solution et il y a toute une série de possibilités et certains s'engouffrent dans telle ou telle possibilité de solution. Et justement, est-ce que vous pensez que ça peut être des prémices pour une guerre civile? Parce que ça commence comme ça, au départ, une guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a des échauffourées entre deux populations qui ont été... Et d'ailleurs, c'est ce que prophétisait Gérard Collomb, qui est décédé samedi dernier. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte. Demain, nous serons face à face. Et là, samedi dernier, donc, nous étions littéralement face à face. Mais le cas de la France est peut-être le plus lourd de toute l'Europe, car la situation dans les banlieues est probablement la plus grave du continent. Donc, il est difficile de comparer la France dans ce domaine-là avec d'autres pays. Est-ce qu'il peut y avoir une guerre civile? Je ne le pense quand même pas, parce que pour le moment, il n'y a pas vraiment une volonté d'affrontement encore entre les gens, et il y a encore de l'argent qui coule, et chacun vit encore côte à côte. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir à un moment donné un dérapage. On l'a vu en Bosnie. À un moment donné, il suffit qu'il y ait une étincelle, ça peut conduire à des événements extrêmement graves. Alors justement, Damien Rieu, là-dessus, Gérard Collomb, on le rappelle, qui était donc ministre de l'Intérieur, sous Emmanuel Macron, qui en démissionnant a dit, alors qu'il venait quand même du Parti Socialiste, c'était pas le plus gros droitard qu'on puisse connaître dans la sphère politique, il a expliqué, aujourd'hui nous sommes côte à côte, deux populations côte à côte, qui demain seront face à face. Il est décédé samedi là, et là véritablement, dans le week-end, on a l'impression que ce qu'il prophétisait, s'est réalisé. Oui, d'ailleurs, la soirée de samedi soir était historique, je dirais. À la fois, on a eu le premier mouvement populaire, je dirais, de réponse virile avec une manifestation dans une cité, et en même temps, la mort d'un prophète, ce serait exagéré, mais en tout cas de quelqu'un qui a tenu des paroles prophétiques avec cette fameuse phrase qui restera dans l'histoire, je pense. Ça fera partie des phrases qu'on ressortira pour parler de ceux qui avaient prévu. Et on rappelle quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, qui a été au sein de la gauche pendant 40-50 ans et qui en fait s'est réveillé en étant ministre de l'Intérieur et qui a vu les chiffres tous les jours sur son bureau. Mais une grande partie de la gauche est en train de basculer. Le 7 octobre est un des événements aussi qui a fait prendre conscience, l'affaire de Crépol également. Alors moi je ne crois pas à la guerre civile, je ne pense pas qu'on en arrivera là, je crois au pourrissement, je pense qu'il y aura... de part et d'autre, évidemment, des réponses. Il peut y avoir de l'escalade, mais je ne crois pas au terme de guerre. Il n'y a pas deux armées, il n'y a pas... voilà. Donc je ne vois pas les choses comme ça. Je vois un pourrissement à l'Afrique du Sud, à la manière de l'Afrique du Sud, avec l'islam en plus. Donc c'est le Liban plus l'Afrique du Sud, donc c'est assez prometteur. Mais je ne crois pas à un affrontement organisé et à une partition comme ça. Il y a des partitions territoriales, il y a des gens il y a le phénomène du white flight, les gens qui s'éloignent, des gens le phénomène qui vous avez dit white flight, c'est-à-dire la fuite des catégories populaires blanches, des zones comme la Seine-Saint-Denis par exemple. Il y a des réfugiés de l'intérieur, des gens, d'ailleurs dans l'affaire de Crépol, des gens qui expliquent moi je suis parti à la campagne pour être plus tranquille et je me retrouve même dans mon bal populaire à la campagne, on vient poignarder mes enfants. Donc il y a des gens qui fuient. J'en ai croisé, j'en croise souvent sur le terrain, des gens qui expliquent dès que j'ai pris la retraite,
j'ai quitté l'Île-de-France, j'ai quitté telle périphérie pour vivre tranquillement. Donc on a des réfugiés de l'intérieur, mais c'est un phénomène de réaction à l'immigration, je dirais, passif de défense. Il n'y a pas une volonté, je dirais, de créer un conflit armé. Il y aura des exactions, il y aura des revanches, il y aura plein de choses comme ça. Par contre, je voudrais souligner quelque chose d'absolument incroyable que j'ai vu ces derniers jours. Je pense que ça n'a pas été encore vraiment analysé. C'est le fait que l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, et que l'un des sportifs les plus connus du monde, Conor McGregor, qui est un combattant de MMA irlandais, eh bien, on réagit sur la situation en Irlande et soutiennent évidemment toute cette colère populaire contre l'immigration. Elon Musk a même réagi à l'affaire de Crépol et de Thomas. Et je dirais que ça donne espoir parce qu'on voit qu'au-delà du politique, de l'électoral, c'est vrai qu'en France, on a assez peu de stars, de grandes personnalités qui prennent position contre cette immigration. Il y a plutôt une omerta, un silence. Mais on voit qu'au niveau international, et à ceux qui désespèrent, qui s'impatientent, je dirais, regardez quand on a l'homme le plus puissant du monde, c'est quasiment un chef d'État, Elon Musk, qui soutient la contestation de l'immigration, qui explique qu'on va droit à la guerre civile si on continue comme ça, ça donne espoir sur des leviers d'influence inédits. Alors j'aurais aimé conclure sur de l'espoir, Damien Rieu, mais je vais quand même vous parler ce qu'a dit donc Liselotte Dutreuil lors de son journal, notamment donc ces jeunes donc, qui ont été placés à garde à vue. 6 manifestants ont écopé hier soir donc de 6 à 10 mois ferme. Ils ont été transférés en prison alors que les agresseurs de Thomas et de Crépol, eux, sont seulement sur contrôle judiciaire. On parlait du 2 poids 2 mesures d'un point de vue médiatique, mais d'un point de vue judiciaire, c'est la même chose. Oui, on se souvient, hier j'ai fait des tweets en ce sens, par exemple de l'affaire Shaina, donc une jeune fille qui avait été agressée, violée, tuée, et les auteurs avaient pris de la prison avec sursis. Et là, ils partent en prison ferme, alors que voilà, c'est une réponse politique pour dire attention, toi le Français, toi le Gaulois, si tu te révoltes, tu finiras en prison. Et on voit la différence avec le laxisme qu'il peut avoir pour les émeutes, la culture de l'excuse. Donc je pense que c'est une mauvaise stratégie parce que ça va encore plus accentuer la colère populaire des Français. Alors merci à tous les deux, merci à vous Lionel Balland, je rappelle vous êtes spécialiste des mouvements d'actualité des partis patriotiques en Europe. Damien Rieu, vous êtes lanceur d'alerte et membre du parti d'Éric Zemmour Reconquête. Je voulais venir parce que vous avez régulièrement des procès, on en parle avec vous. Vous êtes à combien de procès? Et là vous en avez un dernier avec un imam. J'en ai gagné 7 et j'en ai 7 sur le feu. Et aujourd'hui je serai en procès au tribunal correctionnel de Toulouse face à l'imam Dafé, qui est l'imam de la mosquée du Mirail à Toulouse et que j'accuse d'être l'imam des frères Mera, car c'est l'imam des frères Mera. Et il me poursuit en diffamation aujourd'hui. Donc voilà, à 14h, il y aura le jugement, mais je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc je pense gagner à nouveau ce procès, ce qui sera peut-être ma 8e victoire. On l'espère. Merci à vous Damien Rieu et merci à vous Lionel Balland.